Le véritable pouvoir ne se maintient pas avec des armées. Il se maintient par la colonisation totale du paysage émotionnel de ceux qui vous entourent, en transformant leurs sentiments les plus intimes en instruments de votre contrôle, en transformant l'amour en chaînes invisibles et la peur en un système de surveillance qui opère dans chaque esprit. Les rois qui ont compris cela ont construit des empires qui ont survécu à des générations, non pas parce qu'ils étaient militairement invincibles, mais parce qu'ils avaient découvert quelque chose de bien plus sophistiqué. Comment faire que l'obéissance ressemble à de la dévotion? Comment transformer la terreur en loyauté? Comment tisser l'amour et la peur en une tresse si serrée que leurs sujets ne pouvaient pas distinguer où l'un se terminait et où l'autre commençait? C'était la véritable alchimie du pouvoir monarchique, une psychologie sombre si raffinée que ses victimes défendaient ardemment le système qui les opprimait, et le faisaient avec de véritables larmes d'amour pour leur oppresseur. Louis XIV de France comprenait cette triade avec une clarté qui définit l'absolutisme moderne. Lorsqu'il déclara « L'État, c'est moi », il ne faisait pas simplement une affirmation politique. Il articulait une réalité psychologique qu'il avait méticuleusement construite pendant des décennies. À Versailles, Louis créa un théâtre permanent où chaque noble français important était à la fois acteur et prisonnier. La brillante diabolique du système résidait dans la façon dont il transformait le privilège en une forme d'esclavage. Les nobles rivalisaient férocement pour l'honneur d'assister au roi lors de son lever matinal. Un rituel où simplement être présent pendant que le monarque s'habillait était considéré comme une faveur extraordinaire. Ils passaient leur journée à tourner autour du roi, espérant un regard, un mot, un geste de reconnaissance qui validerait leur existence. Louis avait créé une économie psychologique où il était la seule source de valeur, et tous les autres étaient des mendiants émotionnels en compétition pour des miettes d'attention réelle. Ce qui rendait cela particulièrement insidieux, c'était la façon dont Louis mêlait l'amour à la peur dans des proportions parfaitement calibrées. Il pouvait être d'une beauté éblouissante, accordant des faveurs avec une générosité qui semblait sincèrement affectueuse. Un noble pouvait passer des années dans le désert de l'indifférence réelle, puis, soudainement, être baigné dans la lumière de la faveur royale, recevoir une invitation à la table privée du roi, être consulté sur des affaires d'État. Ces moments de proximité apparente n'étaient pas des actes d'amitié véritables. Eran injectione calculada d'espoir, conçus pour maintenir tout le monde dans un état de désir perpétuel. Et juste au moment où quelqu'un commençait à se sentir en sécurité dans la faveur du roi, Louis pouvait retirer son attention aussi rapidement, laissant le noble dans la panique, réexaminant obsessionnellement chaque interaction récente, se demandant ce qu'il avait mal fait, ce qu'il pouvait faire pour retrouver la grâce perdue. Ce cycle d'approche et de retrait, de chaleur et de froideur, créait ce que les psychologues modernes reconnaîtraient comme un lien traumatique parfait. Les courtisans de Versailles ne craignaient pas seulement le roi. Ils l'aimaient avec la désespérance des addicts, car il contrôlait la seule source de la drogue dont ils avaient le plus besoin, la validation de leur valeur sociale. Mais Louis comprenait que l'amour manipulé et la peur calibrée ne suffisaient pas à eux seuls. Ils devaient être entrelacés avec un système de surveillance mutuelle qui transforme tout le monde en complice du contrôle. À Versailles, la vie privée était impossible. Chaque pièce avait plusieurs portes et couloirs secrets. Les serviteurs étaient en réalité des espions, rapportant chaque conversation, chaque geste, chaque expression faciale à un réseau d'informateurs qui finissait par atteindre le roi. Mais le plus brillant était que tout le monde savait qu'il était observé, sans jamais savoir exactement par qui ou quand. Cette incertitude créait un état d'autocensure permanente. Les nobles n'avaient pas besoin d'être surveillés constamment parce qu'ils étaient devenus leurs propres surveillants, éditant chaque mot avant de le prononcer, mesurant chaque action selon une norme invisible de ce qui pourrait être rapporté, de comment cela pourrait être interprété, de ce que le roi pourrait faire s'il l'apprenait. Louis avait externalisé le travail de contrôle, le répartissant entre les esprits de tous ses courtisans, chacun étant désormais un geôlier de lui-même et un potentiel espion des autres. La propre architecture de Versailles était une expression physique de cette psychologie. Le palais était conçu pour que tout converge vers le centre, vers les chambres du roi. Les nobles vivaient dans des appartements qui rayonnaient depuis ce noyau, leur distance physique du roi
étant un reflet précis de leur position dans la hiérarchie de faveur. Mais cette proximité était aussi un piège. Plus vous étiez proche du soleil, plus la chaleur était intense. Les nobles les plus favorisés étaient aussi les plus scrutés, les plus vulnérables aux caprices royaux, ceux qui avaient le plus à perdre. Et tout le monde pouvait voir cette dynamique à l'œuvre chez les autres. Ils pouvaient observer comment quelqu'un montait dans la faveur pour être ensuite détruit par un seul mot mal choisi, une rumeur malveillante, une mauvaise interprétation de ses intentions. Ces chutes publiques n'étaient pas des erreurs du système. Elles étaient des caractéristiques essentielles, des spectacles éducatifs conçus pour rappeler à tous que l'amour du roi était conditionnel, que la faveur pouvait s'évaporer en un instant, que la sécurité était une illusion et que la seule constante était la dépendance totale au caprice royal. Cette dynamique créait une forme particulière de folie collective. Les nobles de Versailles, beaucoup d'entre eux des personnes brillantes et intelligentes, consacraient leur vie à des rituels absurdes. Ils mémorisaient des règles de protocole si élaborées qu'une simple erreur pouvait être socialement catastrophique. Ils rivalisaient pour des positions honorifiques qui n'avaient aucun pouvoir réel, comme le privilège de tenir la chemise du roi ou le droit de rester assis en présence de la reine. Ils dépensaient des fortunes en vêtements et divertissements pour maintenir les apparences, s'endettant jusqu'à la ruine car l'alternative était de perdre leur position à la cour. Et tout ce temps, leur véritable pouvoir en tant qu'aristocratie, leur autorité sur leur propre terre, leur indépendance politique, s'érodaient systématiquement. Louis les avait transformés en acteurs dans son théâtre perpétuel, si absorbés par le drame de la vie de cour qu'ils ne remarquaient pas comment leur pouvoir substantiel disparaissait. Il les avait neutralisés politiquement en les rendant psychologiquement dépendants de sa présence. Cette technique de contrôle par proximité forcée et compétition pour l'affection se répète à travers l'histoire avec des variations fascinantes. Catherine la Grande de Russie opérait avec une compréhension similaire de la façon de mêler amour et peur, mais avec un raffinement supplémentaire. Catherine cultivait l'image d'une amante intellectuelle et sophistiquée de l'art et de la philosophie, en correspondance avec Voltaire et Diderot, se positionnant comme une monarque éclairée. Cette façade de sensibilité cultivée rendait sa cruauté, lorsqu'elle émergeait, encore plus dévastatrice car elle était enveloppée dans le langage de la raison et du progrès. Elle pouvait détruire un rival politique tout en citant des philosophes, ou ordonner la suppression brutale d'une révolte paysanne tout en discutant des droits de l'homme avec ses correspondants européens. Cette dissonance entre son auto-image publique et ses actions réelles créait une confusion psychologique chez ceux qui l'entouraient. Ils ne pouvaient pas simplement la craindre comme un tyran ordinaire. Ils devaient naviguer dans une réalité bien plus complexe où la souveraine qu'ils admiraient pour son intellect et sa prétendue bienveillance était aussi celle qui pouvait être impitoyablement cruelle. Catalina comprenait également le pouvoir érotique comme une dimension supplémentaire de contrôle. Ses amants n'étaient pas simplement des gratifications personnelles. Ils étaient des instruments politiques soigneusement sélectionnés. Des hommes comme Grigory Potemkin ne partageaient pas seulement son lit, mais devenaient des extensions de son pouvoir, gérant des aspects cruciaux du gouvernement tout en restant totalement dépendants de sa faveur continue. La combinaison d'intimité sexuelle, de pouvoir politique et de dépendance émotionnelle créait des liens extraordinairement forts. Ces hommes ne pouvaient pas simplement servir la Catherine à distance d'un point de vue professionnel. Ils étaient liés à elle à plusieurs niveaux, leur pouvoir découlant directement de leur proximité physique et émotionnelle avec elle. Et lorsqu'elle mettait fin à une relation, comme elle le faisait inévitablement, la chute était totale. Ils perdaient non seulement l'accès sexuel à l'impératrice, mais aussi leur position politique, leur but, leur identité. Catalina avait fusionné si complètement le personnel avec le politique que séparer les deux dimensions devenait impossible. L'amour et la peur n'étaient plus des émotions distinctes, mais des aspects d'une seule expérience immersive d'être en orbite autour d'une souveraine absolue. La corte de Catalina opéraba con la misma vigilancia mutua que Versalles, pero avec un élément supplémentaire de paranoïa justifié. La Russie au XVIIIe siècle était un endroit où les coups d'État n'étaient pas seulement possibles, mais courants. Le propre mari de Catherine, Pierre III, avait été renversé puis assassiné dans des circonstances impliquant clairement sa complicité.
Cette origine violente de son règne signifiait que Catherine vivait avec la conscience constante que d'autres pourraient lui faire ce qu'elle avait fait à son mari. Cette paranoïa était à la fois sa faiblesse et sa force. Elle la rendait impitoyablement vigilante, rapide à percevoir et éliminer les menaces. Mais cela signifiait aussi qu'elle ne pouvait jamais faire totalement confiance à personne, que chaque relation était teintée de suspicion, que même ses amants les plus proches étaient potentiellement des conspirateurs. Et cette méfiance se répandait dans toute la cour, créant une atmosphère où chacun savait que tous étaient potentiellement traîtres, où la loyauté était une performance devant être constamment prouvée, car elle ne pouvait jamais être sincèrement crue. Mais peut-être aucun monarque n'a calibré cette triade d'amour, de peur et d'obéissance avec plus de précision que Henri VIII d'Angleterre. Ce qui rend Henri particulièrement fascinant, c'est la façon dont sa propre psychologie a évolué avec le temps, devenant progressivement plus narcissique et paranoïaque, et comment cela a modifié l'équilibre de la triade. Le jeune Henri était véritablement charismatique, athlétique, intelligent, musicalement talentueux. Les personnes qui l'entouraient pouvaient l'aimer sans que cet amour soit purement stratégique. Il y avait quelque chose d'authentique dans son charisme, quelque chose qui inspirait une loyauté réelle. Mais à mesure qu'il vieillissait, que son corps se détériorait et que son ego gonflait, la peur commença à dominer de plus en plus l'équation. À la fin de son règne, être proche d'Henri signifiait être en danger constant. Ces 6 mariages, dont 2 se sont terminés par l'exécution, montraient que même l'intimité la plus profonde n'offrait aucune protection. Ce que Henrik illustre particulièrement bien, c'est comment un monarque peut utiliser l'amour romantique comme un instrument de contrôle politique. Lorsqu'il est devenu obsédé par Anne Boleyn, Henrik ne désirait pas simplement une femme. Il testait les limites de son pouvoir, voyant s'il pouvait réorganiser la réalité elle-même, défier le pape, fracturer le christianisme, simplement parce qu'il voulait quelque chose que les règles existantes disaient qu'il ne pouvait pas avoir. Et quand il a réussi, quand il a finalement épousé Anne après des années de lutte, il n'avait pas gagné une épouse. Il avait obtenu la confirmation que sa volonté pouvait remodeler le monde. Mais Anne, la femme réelle, est devenue un problème. Elle ne pouvait plus continuer à être le symbole parfait de son triomphe parce qu'elle était humaine, compliquée, avec ses propres désirs et défauts. Et ainsi, Henrik fit quelque chose de psychologiquement révélateur. Il réinterpréta rétroactivement toute sa relation avec elle. La femme pour laquelle il avait tout risqué devint, dans sa narration révisée, une sorcière séduisante qui l'avait trompé. Il la détruisit non pas à cause de l'amour qu'il avait ressenti un jour, mais précisément parce que cet amour avait été si intense. Henrik ne pouvait pas admettre qu'il s'était trompé, qu'il avait mal jugé, qu'il avait risqué tant pour quelque chose qui s'avéra ordinaire. Alors Anna devait devenir extraordinairement maléfique pour justifier son choix initial de la poursuivre et sa décision ultérieure de la détruire. Ce schéma s'est répété avec des variations tout au long de sa vie. Catherine Howard, sa 5e épouse, n'était qu'une adolescente lorsqu'elle a épousé le roi vieillissant et physiquement repoussant. Lorsqu'elle a été accusée d'adultère, la réponse d'Henri fut révélatrice. Il a pleuré publiquement, se présentant comme une victime de la trahison féminine. Mais simultanément, il a orchestré sa destruction avec une froideur bureaucratique, en veillant à ce que chaque aspect légal soit parfaitement documenté, que son exécution soit indiscutable. Henri devait être à la fois la victime blessée et le juge impitoyable. Il avait besoin que sa cour le voie souffrir, qu'elle valide sa douleur, qu'elle confirme que sa réponse brutale était justifiée par la profondeur de sa blessure émotionnelle. Ce théâtre de vulnérabilité blessée était un autre mécanisme de contrôle. Les courtisans d'Henri ne devaient pas seulement le craindre, ils devaient aussi le consoler, valider ses sentiments, confirmer que ses actions les plus cruelles étaient des réponses compréhensibles à des provocations insupportables. Henri avait transformé sa fragilité émotionnelle en une arme, rendant sa capacité à se sentir blessé aussi dangereuse que son pouvoir d'exécuter. La cour d'Henrik fonctionnait selon ce qui ne peut être décrit que comme une terreur normalisée. Thomas Cromwell, l'un de ses principaux ministres et l'architecte de nombreuses politiques importantes,
servit fidèlement pendant des années pour être finalement exécuté lorsqu'il cessa d'être utile. Thomas More, un ami de plusieurs décennies et l'un des grands intellectuels de son temps, fut décapité pour ne pas avoir pu, en conscience, soutenir la rupture d'Henrique avec Rome. La liste des personnes proches d'Henrique qui finirent exécutées est si longue qu'elle en devient presque absurde. Et pourtant, les gens continuaient à rivaliser pour des positions proches du roi, risquant tout pour un moment de faveur royale. Ce n'était pas simplement de la stupidité. C'était le résultat d'un système où les récompenses de la faveur royale étaient si énormes et les alternatives à la cour si limitées que le calcul rationnel poussait les gens à entrer dans une relation qu'ils savaient potentiellement suicidaire. Cette dynamique révèle quelque chose de fondamental sur la façon dont fonctionne le pouvoir absolu. Il n'a pas besoin d'être constamment cruel pour être effrayant. En fait, l'incohérence, l'imprévisibilité est souvent plus efficace que la cruauté constante. Lorsqu'un dirigeant est prévisible dans sa brutalité, les gens peuvent au moins élaborer des stratégies d'évitement, calculer les risques, se protéger en restant à distance. Mais lorsqu'un dirigeant alterne entre une générosité extravagante et une cruauté capricieuse, lorsque le même comportement peut être récompensé un jour et puni le lendemain, alors la seule stratégie de survie est une vigilance constante. Les personnes autour de tels dirigeants vivent dans un état d'anxiété permanente, essayant toujours de lire les signaux, d'anticiper les changements d'humeur, de se positionner correctement pour toute version du dirigeant qui pourrait émerger à un moment donné. Cette anxiété constante est épuisante sur le plan cognitif et émotionnel, drainant les ressources mentales qui pourraient être utilisées pour résister ou remettre en question. Les personnes dans cet état n'ont pas d'énergie restante pour la rébellion. Toute leur capacité cognitive est consommée par la tâche de navigation immédiate. Les trois monarques, Louis, Catherine et Henri, illustrent différentes calibrations de la même triade fondamentale, mais le schéma sous-jacent est cohérent. Tous ont compris que le pouvoir durable ne peut pas se fonder uniquement sur la force. La force peut acheter l'obéissance, mais c'est une obéissance fragile qui disparaît dès que la menace se retire. Le véritable contrôle nécessite de coloniser le paysage émotionnel intérieur de vos sujets, de faire en sorte que votre présence soit si omniprésente dans leur esprit qu'ils vous obéissent même lorsque vous ne regardez pas, même lorsque l'obéissance va à l'encontre de leurs propres intérêts. Et la façon d'y parvenir est par une manipulation soigneuse de l'amour et de la peur, en ne permettant jamais à l'un de dominer complètement, en maintenant toujours la tension entre les deux. L'amour crée une dépendance émotionnelle. Lorsque les personnes aiment leur leader, lorsqu'elles aspirent à leur approbation, lorsqu'elles mesurent leur propre valeur par leur proximité au pouvoir, alors leur obéissance ne ressemble pas à de la soumission. Elle ressemble à de la dévotion, à de la loyauté, à quelque chose qu'elles font volontairement parce qu'elles veulent maintenir la relation qu'elles valorisent. C'est la forme de contrôle la plus profonde lorsque la chaîne est invisible parce qu'elle est faite d'affection. Mais l'amour seul ne suffit pas, car l'amour peut s'estomper, peut être transféré à d'autres objets. Alors la peur intervient comme l'élément stabilisateur. La peur garantit que même lorsque l'amour vacille, même lorsque les personnes commencent à douter, elles obéissent encore parce que les conséquences de la désobéissance sont trop terribles. Et l'obéissance, le troisième élément, est à la fois le résultat et le renforcement du système. Chaque acte d'obéissance renforce l'habitude d'obéir, facilite la prochaine instance de soumission et érode progressivement la capacité d'imaginer la résistance. Ce qui rend cette triade particulièrement insidieuse, c'est qu'elle est autosuffisante. Une fois en place, elle se perpétue sans nécessité d'efforts conscients constants de la part du gouvernant. Les sujets se surveillent mutuellement, rivalisent pour l'attention, intériorisent les règles jusqu'à ce que l'autocensure devienne automatique. Le gouvernant peut alors se retirer partiellement, devenir moins visible, et le système continue de fonctionner parce qu'il existe désormais dans l'esprit de tous ceux qui y participent. Il devient une culture, les normes non écrites qui définissent comment les personnes interagissent, les attentes qu'elles ont sur ce qui est possible ou permis. Et ces normes sont transmises aux nouvelles générations, qui apprennent dès le départ comment fonctionne le jeu, comment rivaliser pour plaire, comment naviguer entre amour et peur, comment obéir de manière à ce que cela ressemble à un choix.
Mais la question persistante est de savoir si ce modèle est simplement de l'histoire. Si Luis, Catalina et Enrique sont des figures d'un passé que nous avons dépassé, ou si les mécanismes qu'ils ont employés restent pertinents. La réponse gênante est que ces modèles sont partout sous des formes modernes. Le PDG charismatique qui crée une culture d'entreprise où les employés rivalisent férocement pour son attention, qui alterne entre éloges enthousiastes et critiques dévastatrices, faisant de son approbation la monnaie qui définit la valeur dans l'organisation. Le leader politique qui cultive une connexion émotionnelle intense avec ses supporters, qui se présente simultanément comme fort et comme victime, exigeant une loyauté personnelle au-delà de la politique. L'abuseur romantique qui mélange déclarations d'amour et menaces subtiles, faisant que son partenaire se sente à la fois spécial et terrifié, créant une dépendance par l'alternance d'affection et de cruauté. Ce sont des échos de la même dynamique, ajustés pour des contextes contemporains, mais opérant selon les mêmes principes psychologiques. La raison pour laquelle ces schémas persistent est qu'ils explorent des vulnérabilités fondamentales de la psyché humaine. Les êtres humains sont des animaux sociaux qui ont besoin de connexion, d'approbation, d'appartenance. Ces besoins ne sont pas des faiblesses optionnelles que nous pourrions éliminer avec suffisamment de volonté. Ce sont des caractéristiques centrales de notre neurologie, le fruit de millions d'années d'évolution où l'exclusion du groupe signifiait la mort. Les manipulateurs efficaces, qu'ils soient rois absolus ou abuseurs modernes, exploitent ces besoins câblés, en offrant leur satisfaction tout en les utilisant simultanément comme levier de contrôle. Et parce que ces besoins sont authentiques, parce que le désir de connexion et d'approbation est réel, le contrôle qui en résulte se ressent moins comme une oppression et plus comme une relation compliquée qui vaut la peine d'être maintenue. Ce qui est le plus perturbant, c'est la façon dont ce système peut amener les victimes à défendre leurs oppresseurs. Les courtisans de Louis XIV écrivaient à son sujet avec une véritable adoration. Les amantes délaissées de Catherine conservaient souvent une affection nostalgique pour elle. Même certaines victimes d'Henri, en attendant leur exécution, rédigeaient des déclarations de loyauté envers le roi. Ce n'est ni le masochisme, ni la stupidité. C'est la conséquence logique d'avoir intériorisé si complètement le système que votre identité en est fusionnée. Lorsque vous avez investi des années ou des décennies de votre vie à concourir pour la faveur d'un gouvernant, lorsque vous avez mesuré votre valeur à votre proximité du pouvoir, lorsque vous avez défendu les actions du gouvernant devant d'autres comme une façon de défendre vos propres choix de servir, alors admettre que le système est fondamentalement corrompu nécessiterait de démanteler votre propre image de vous-même. Il est psychologiquement plus facile de continuer à croire en le système, même lorsqu'il vous détruit, que d'affronter l'abîme de sens qui s'ouvrirait si vous admettiez que vous avez consacré votre vie à quelque chose sans valeur. Acronyme. C'est la victoire ultime de la triade. Lorsque l'on n'a plus besoin de forcer l'obéissance parce que ses victimes l'ont choisi volontairement, lorsque l'amour et la peur sont si étroitement liés qu'ils ne peuvent être séparés, lorsque l'oppression est devenue une identité. Les rois qui ont maîtrisé cette alchimie psychologique n'avaient pas besoin de grandes armées pour maintenir le contrôle. Ils avaient quelque chose de plus puissant, une population qui était devenue le gardien de sa propre prison, qui défendait les barreaux comme s'ils étaient une structure de soutien plutôt qu'un enfermement. Et le système pouvait se perpétuer de génération en génération parce que chaque génération le réinterprétait comme une tradition, comme une culture, comme simplement la façon dont les choses sont. La question finale n'est pas de savoir si de tels systèmes ont existé. La question est de savoir dans quelle mesure votre propre vie est structurée par des variantes de cette même triade. Dans quelle relation mélangez-vous amour et peur? Dans quel contexte rivalisez-vous pour l'approbation des figures d'autorité? Combien de votre obéissance se ressent comme un choix alors qu'en réalité, elle résulte de années de conditionnement subtil? Les palais ont disparu en majorité, mais les schémas psychologiques qui les animaient sont toujours vivants, migrent vers de nouveaux contextes, s'adaptent à de nouvelles structures de pouvoir. Et la raison pour laquelle ils restent efficaces est que la majorité des personnes ne les reconnaissent jamais en train d'opérer dans leur propre vie. Le contrôle le plus parfait est celui qui se ressent comme la liberté. L'obéissance la plus complète est celle qui s'expérimente comme une dévotion volontaire. La peur la plus paralysante
est celle qui est enveloppée de promesses d'amour. Si vous êtes arrivé au point où vous ne pouvez plus distinguer ce que vous faites par amour de ce que vous faites par peur, alors la triade a atteint son objectif. Et la seule façon de commencer à démêler ce nœud est de vous demander: si la personne ou l'institution dont vous cherchez l'approbation disparaissait demain, qui seriez-vous? Et cette question vous semble-t-elle comme une libération ou comme une perte d'identité?